Là, maintenant, ça va être très facile pour Anne Houtman de faire en quelque sorte un résumé de la position de la Commission européenne. Alors juste une précision, parce que j'entends beaucoup de bêtises sur les institutions européennes. La Commission européenne ne prend pas des décisions, elle propose. Les décisions sont prises au niveau des États membres. Donc Anne est ici en tant que représentante et le Parlement, bien entendu, en processus de codécision. Mais juste pour que les choses soient bien claires, c'est que trop souvent en France, on pense que la Commission décide. Ce n'est pas le cas, la Commission propose. Anne et exécute une fois que la décision a été prise par les États membres et le Parlement européen. Anne, une nouvelle commission en place, union énergétique qui est une des 5 priorités, d'après ce que j'ai compris, du Parlement européen. Après quasiment 1h50 de débat, qu'est-ce qu'il faut retenir de la situation en Europe, en plus de ce que l'on sait, à savoir que le mix énergétique restera aux mains des États membres, que la situation est très différente d'un pays à l'autre, aussi bien en termes de coûts ou de prix. Enfin, hier, nous avions un débat avec un Italien qui nous expliquait que l'électricité était 2 fois plus chère en Italie qu'en France, et qu'en termes de sécurité énergétique, ils étaient, en termes de gaz, ils étaient dépendants de 30% des Russes, 30% des Libyens, 30% des Algériens. Comment on fait quand on a une situation en Europe aussi diversifiée ? Je vois que j'ai le rôle facile. Mais je vais quand même remercier Europa Nova d'organiser ce type de débat. Et puis remercier ceux qui sont là, qui sont encore là d'ailleurs. Parce que je pense que c'est vraiment important d'amener ce débat aussi en région. Et on ne l'a pas assez dit. Et je voudrais remercier tous les étudiants qui sont là, qui ont l'air de nous remercier nous. Mais je voudrais les remercier là aussi d'être là. Alors, je peux répondre de façon simple, mais la question est plus compliquée que ça. Alors, pour répondre de façon simple, je voudrais d'abord dire que le fait d'être divers n'empêche pas de s'unir. Et l'Union européenne, c'est l'union dans la diversité. Et je pense que n'importe qui d'entre vous qui forme des couples savent que des couples ne sont pas faits de 2 jumeaux. Donc les États membres sont effectivement extrêmement divers parce qu'ils ont des préférences nationales différentes. Il y a des pays qui ne veulent pas faire de nucléaire, des pays qui veulent du nucléaire. Ils ont des ressources naturelles très différentes. Par exemple, il y a des pays où le solaire est rentable et des pays où il n'est pas rentable. Ils sont très différents en termes de situation géographique. Donc il y a des pays qui dépendent entièrement de la Russie parce qu'ils sont de ce côté-là et que historiquement leurs pipelines viennent de là. Et puis il y a d'autres pays que les problèmes russes ne touchent pas parce qu'ils sont très loin de là et que ce n'est pas de là que viennent leurs gaz. Donc on part d'une situation qui est nécessairement diversifiée, et créer une union énergétique, ce n'est pas uniformiser la situation en Europe. Être divers, ça n'empêche pas d'être complémentaire. Ça n'empêche pas de faire des choses ensemble, là où on peut mutualiser ses ressources. Ça n'empêche pas de se coordonner pour éviter des frictions. Donc ça n'empêche pas, par exemple, un pays qui est souverain, parce que des États membres sont souverains pour décider de leur mix énergétique, ça ne devrait pas l'empêcher, vu que les décisions qu'il prend au niveau national ont un effet sur ses voisins. Et on a bien vu que la décision, par exemple, de l'Allemagne, après Fukushima, d'arrêter le nucléaire de façon, au fond, assez brutale et de faire des modifications assez brutales dans son système énergétique, a affecté ses voisins. Et la Commission a dit à l'Allemagne plusieurs fois, vous auriez dû et vous devriez consulter vos voisins avant. Ça, c'est déjà un premier pas d'union énergétique. Avant de prendre une décision, la France, quand elle va voter une loi sur la transition énergétique, elle devrait consulter ses voisins pour savoir comment ils sont affectés, comment on peut mieux combiner ça. Les objectifs en matière de changement climatique, de renouvelables et d'efficacité énergétique sont des objectifs qu'on doit atteindre de façon collective et pas de façon
isolé, c'est-à-dire en pensant aussi à la question du prix, ce n'est pas à n'importe quel prix, et en s'assurant aussi qu'on maintient un système énergétique qui est stable, c'est-à-dire que l'abondance de renouvelables ne crée pas des instabilités qui menacent la sécurité d'approvisionnement. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs au prix le meilleur, il n'est pas nécessaire que les renouvelables que vous consommez soient toujours produits dans votre État membre. Il se peut très bien qu'il est beaucoup plus économique d'aller acheter du renouvelable dans un autre État membre. Et ça aussi, c'est l'union énergétique. Alors, comment ça va se passer? On le saura mieux dans quelques mois, puisque l'union énergétique, c'est une priorité de cette commission. Il y a même un vice-président, comme on l'a dit, qui est chargé de ce projet. On va mettre des propositions sur la table très rapidement, mais je ne vais pas encore vous dire exactement en quoi ça va consister. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un saut qualitatif par rapport à ce qui se fait maintenant, et ce n'est pas très difficile. J'ai parlé tout à l'heure du fait simplement de consulter ses voisins, de se coordonner au niveau régional sur nos politiques énergétiques. On a parlé tout à l'heure des subventions aux renouvelables, et les subventions renouvelables ont été une catastrophe parce que chaque État membre a voulu subventionner le renouvelable chez lui. Et donc, par exemple, les Allemands ont dépensé énormément d'argent pour subventionner du renouvelable, d'abord souvent pour le surcompenser, mais aussi parfois pour le subventionner là où ce n'est pas très efficace de le produire. Et effectivement, ça a coûté très cher, alors qu'on aurait pu avoir des objectifs en matière de renouvelables à des prix moins élevés si on avait regardé ça d'une façon efficace au niveau européen. Où serait-il efficace de produire du solaire, de la biomasse ou de l'éolien? Où est-ce que c'est le moins cher? Et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'interconnexion, qu'il ne faut pas oublier, s'ajoute toujours au prix du renouvelable, mais il faut se souvenir que le renouvelable, c'est un investissement au départ, dans des capacités de production, mais une fois que vous avez investi dans les capacités de production, vos coûts marginaux sont pratiquement nuls, puisque le vent, le solaire viennent. Mais ce qui intervient à ce moment-là, ce sont les coûts de vos investissements en infrastructures, qui ne sont pas seulement vos infrastructures de production, mais aussi le raccordement au réseau, et indirectement des capacités de backup qui sont nécessaires pour compenser l'intermittence du solaire et de l'éolien. Et ça, il faut aussi toujours garder en tête quand on regarde le coût du renouvelable. Mais de nouveau, si on avait une vision européenne du système, quand le vent ne souffle pas en Écosse, il souffle peut-être en Allemagne. Donc si on regardait le système dans son ensemble, de nouveau, on aurait beaucoup moins cet effet négatif de l'intermittence. Parce que quand il y a du soleil quelque part, ça peut compenser le fait qu'il n'y en a pas ailleurs. Et donc cette solidarité au niveau européen et cette façon de voir le système européen comme un système qui va au-delà de nos petites frontières nationales est extrêmement important pour s'assurer qu'on atteint nos objectifs de la façon la plus efficace possible. L'union de l'énergie, c'est aussi une union de l'énergie vers l'extérieur. Et là, il s'agit surtout d'essayer de parler d'une seule voix au niveau européen. Alors, on le fait assez bien quand il s'agit du climat, où les négociations climatiques sont menées par un mandat qui est donné à la Commission, mais ce n'est pas toujours le cas dans les accords intergouvernementaux que chaque État membre négocie de façon indépendante avec des tas de partenaires étrangers, et il serait bien qu'il y ait au minimum une information au niveau européen, et ça on a maintenant des règles qui obligent les États membres à informer la Commission et à s'informer mutuellement, mais on devrait avoir une vraie concertation au niveau européen et peut-être au moins, au minimum dans des situations d'urgence, pouvoir négocier certains contrats au niveau européen
plutôt qu'au niveau national, parce qu'on aurait un poids beaucoup plus fort vis-à-vis de nos partenaires qui sont nos fournisseurs, notamment de gaz. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Je pense que l'Union de l'énergie va impliquer une bonne gouvernance au niveau européen. Alors une bonne gouvernance, ça veut dire se fixer des objectifs, et c'est ce qu'on a fait avec le Conseil européen qui a eu lieu le 23-24 octobre. Et l'Europe, depuis ce Conseil européen, par décision unanime des chefs d'État et de gouvernement, a maintenant un cadre européen qui définit des objectifs européens à 2030. Alors souvenez-vous, pour ceux qui ont un petit trou de mémoire, on avait jusqu'à présent des objectifs jusqu'à 2020 au niveau européen. Donc, objectif de réduire de 20% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, objectif de 20% de consommation de renouvelables et objectif d'améliorer de 20% notre efficacité énergétique. Le nouveau programme se fonde là-dessus. Sur nos objectifs à 2020, pour ce qui est des émissions, on est largement dans les clous. On va arriver probablement à 23-24%. Merci la crise, malheureusement, parce que c'est la réduction de l'activité économique durant la crise qui a largement contribué à permettre à l'Europe d'être sur la bonne trajectoire pour atteindre ses objectifs à 2020. Bon, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Sur le renouvelable, on est aussi dans des bonnes prévisions. On va arriver à nos 20% de renouvelables, du moins si les États membres mettent réellement en œuvre les plans qu'ils ont annoncés à la Commission, puisque les États membres doivent nous envoyer des plans nationaux. Ils ont chacun des objectifs qui sont d'ailleurs contraignants. Et comme les objectifs sont contraignants, on peut s'attendre à ce que dans un État de droit, puisque l'Union européenne c'est quand même un État de droit, les États membres remplissent leurs objectifs. L'objectif sur lequel on n'est pour le moment pas sur la bonne trajectoire, c'est l'objectif d'efficacité énergétique où on devrait arriver à 18-19% selon la trajectoire actuelle. Mais il y a pour le moment des textes qui viennent d'être mis en vigueur, et notamment la directive sur l'efficacité énergétique, qui est en vigueur seulement depuis juin maintenant. Et nous considérons que si les États membres mettent en vigueur toutes les législations existantes, sur l'efficacité énergétique, sur les performances des bâtiments, sur ce qu'on appelle l'éco-design et l'éco-labeling, c'est-à-dire l'élimination du marché de certains produits peu efficaces et l'étiquetage des produits énergétiques, on devrait arriver à nos 20%. Alors, à partir de ça, maintenant, la Commission avait proposé qu'on arrive pour 2030 à 40% pour les réductions des gaz à effet de serre, à 27% pour les renouvelables et à 30% pour l'efficacité énergétique. Et le Conseil a repris ces objectifs, sauf celui de l'efficacité énergétique, où il a été en deçà de nos prévisions, c'est-à-dire le Conseil européen a décidé de 27% comme objectif à 2030 pour l'efficacité énergétique. Alors je voudrais dire que ça peut paraître décevant, ça peut paraître insuffisant, ça peut paraître trop lent, mais ça a été extrêmement difficile à obtenir. Ça a été des discussions difficiles, à la fois pour se décider qu'on voulait des objectifs chiffrés sur les trois aspects, se mettre d'accord sur le niveau de ces objectifs chiffrés, à l'unanimité des 28 États membres, et c'est le résultat d'un travail qui a duré des années, d'un travail de préparation qui a duré des années, de la Commission, du Parlement, des autres institutions européennes. C'est le résultat de multiples débats avec tous les acteurs du secteur, et je pense que c'est une bonne chose parce que dans le domaine de l'énergie, on a dit tout à l'heure, on a besoin d'investissements. Préparer un investissement prend du temps, et un investissement qu'on fait aujourd'hui sera encore là dans 20, 30, 40, voire 50 ans. Et donc il est essentiel qu'on ait des objectifs à long terme au niveau européen, qui se déclinent par des plans d'action au niveau national, puisque ces objectifs doivent être remplis de façon collective par les États membres. Donc il y aura une gouvernance pour s'assurer que
chaque État membre fait son boulot pour arriver collectivement à ces objectifs qu'on a fixés. On a des indicateurs qui vont permettre de suivre les progrès au niveau européen. Et de nouveau, ça va demander une très forte coordination et une très forte coopération au niveau européen. Est-ce que je m'arrête ici? Merci infiniment. C'était très clair, très précis. Je suis sûr que les étudiants ont pris des notes parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire en termes de description de ce qui va se passer au niveau de la commission. Grâce à Monsieur le Directeur, nous avons un prolongement de 10 minutes.